psychologie de bazar, la promotion de l'estime de soi me paraît être un élément qui fait partie de la campagne de prévention. Et le regard que la société porte sur certaines populations intervient sur l'estime de soi. Donc vous voyez, tout ça c'est des éléments qui me paraissent devoir être aussi mobilisés, même si l'impact apparent n'est pas l'impact qui apparaît, je dirais, enfin, en premier lieu. Moi, je suis persuadé qu'au fond, les gens qui prennent, qui se mettent dans des situations d'exposition à un risque fort, au fond, c'est quoi qui se passe? C'est vraiment interrogatif, c'est vraiment une question de fond. Et je crois que ce qui est en jeu, essentiellement, c'est le rapport à sa propre santé et le rapport avec l'estime de soi, quoi. Maintenant, c'est quoi qu'on mobilise autour de ça? Je crois que le combat contre l'homophobie fait partie, c'est de la prévention. Je suis désolé, mais j'ai l'air de dire des choses qui sont peut-être paradoxales, mais voilà, la défense des droits des personnes, c'est de la prévention. Pardon? Bon, donc la simplification là-dedans, elle rassure, mais elle me paraît passer aussi parfois à côté du sujet. Une autre question dans la salle? Merci. Moi, j'en posais trois, je fais une question qui compte triple, la plus générale à la plus particulière. En tant qu'acteur de prévention, terrain et lobbying, je voudrais ressortir avec trois réponses à cette question. D'une part, en quelques mots, sans faire de théorie, c'est quoi aujourd'hui les spécificités de la prévention en France? C'est quoi, pardon? Aujourd'hui, les spécificités de la prévention et sous-entendu des problèmes de prévention en France par rapport les deux, trois, pas une analyse machin, mais quelles sont les deux, trois spécificités en France? Celle-là, c'est la réponse dont j'ai le moins besoin, donc si vous voulez, vous pouvez squeezer, sauter aux autres. Deuxièmement, concernant les minorités ethniques, est-ce que vous avez quelque chose aujourd'hui à dire par rapport à l'objet de la réplique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de spécifique qui peut être ajouté? Et troisièmement, dans les minorités ethniques, où est-ce que vous en êtes des Asiatiques? Est-ce que vous observez rien? Est-ce que vous observez une hausse ou quelque chose? Voilà. Où est-ce que vous en êtes de votre aperçu par rapport aux minorités asiatiques? Merci. Quelle est la spécificité de la prévention en France? Je ne sais pas si c'est une spécificité, mais... Des problèmes de prévention. Oh ben, les problèmes, ils sont qualitatifs et quantitatifs. Hein. Je crois que... Enfin, il y a un certain nombre de gens qui essayent de faire bouger les lignes et c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une spécificité? Franchement, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Il y a un déficit quantitatif et qualitatif, il y a un manque de débat réel sur le sujet. Cette référence au rapport Pialou, mais si vous regardez la recommandation du rapport Lilly, même si c'est moins complet, moins confus et moins touffu, enfin moins touffu et peut-être moins confus, on va dire. Bon, je ne dévoile pas le secret, hein, je crois que même s'il y avait beaucoup de choses dedans. Hein. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de passage à l'acte, alors ça c'est extrêmement peu. Vous savez, j'étais au Brésil là, il y a 15 jours pour fêter les 30 ans, justement, ils m'avaient invité comme dinosaure. Et à l'équivalent de la DGS, ils sont 150, quoi. Hein. Alors, ils n'ont pas de problème de financement de personnel, parce que de toute façon, ils ne les payent pas. Donc, c'est vrai, mais enfin, c'est des gens impliqués et assez actifs. Hein. 150 sur le SIDA? Pardon, sur le SIDA, sur le SIDA 150, oui. Là, on en a deux à Paris. Oui, un peu plus, ils sont 3 ou 4. Et puis, ils sont là depuis 30 ans, donc ils sont un peu fatigués. Donc, enfin, peut-être pas tous, mais... bon, pardon. Non, mais c'est exagéré, mais à peine. Hein. Bon. Donc, voilà,
je crois qu'il y a, bon, il y a une PES qui intervient, mais avec une lourdeur, une dépendance politique, à mon avis, un peu trop importante. Non, on n'a pas à la hauteur. Ça, je sais que vous voulez parler de spécificité, voilà mon sentiment. Loin de là, on est loin du compte. On a du mal à bouger, à expérimenter, vous voyez, moi, je suis très modeste là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut lancer des idées ou des pistes, et c'est vrai que pour faire bouger un peu les lignes, parce qu'on ne peut pas se satisfaire. Moi, je ne me satisfais pas de la situation actuelle, clairement, chez les gays ou ailleurs. Nulle part, je me satisfais de la situation. Donc, on a envie que les choses bougent et que, même si on n'a pas de certitude, au moins qu'on fasse des essais, des projets pilotes, qu'on avance, quoi. C'est beaucoup de mal. Aujourd'hui, on parle des maisons de santé sexuelles. Il y a une expérience qui survit très mal à Paris, et bon, certains disent qu'il y a des enseignements à tirer qui a l'air assez intéressant. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis qu'au moins, faisons quelque chose et évaluons-le, essayons de voir qu'est-ce que ça apporte, et savoir si, regardez les difficultés qu'on a. Bon. Donc voilà, je ne sais pas si ça convient à votre... ça convient comme réponse. 150 au Brésil contre 4 en France, si, pour moi c'est très parlant. Ouais. En ce qui concerne, ils sont 3 fois plus nombreux, enfin bon. Enfin, en termes de population. Oui. Mais bon. Et puis, ils sont costauds. 3 fois 4, ça fait pas 150. Oui, je sais. Donc, non, je les fort bien, je juste des chiffres. Non. Les minorités ethniques, alors je ne sais pas à quoi vous vous référez. Moi, je dis, vous savez qu'on a le problème de... Par rapport aux noirs et aux jaunes, vous avez tout, quoi. Mais, alors, c'est marrant que vous disiez les noirs et les jaunes. Vous savez, il y a une épidémie cachée. Et au milieu, les arabes. Voilà. Il y a une épidémie qu'on ne cite jamais en France, pour des raisons faciles à expliquer, parce qu'on ne peut pas les compter simplement, on ne peut pas les comptabiliser pour des raisons légales. C'est les populations maghrébines qui ont été décimées. Décimées, c'est une population qui a été décimée. Des familles entières qui ont été décimées par l'épidémie de sida, qui continue encore à être beaucoup touchée. Ça a été la drogue essentiellement, mais aussi aujourd'hui les relations hétérosexuelles ou homosexuelles d'ailleurs. On n'exclut pas cette population-là. Donc, et c'est une population où là c'est caché dans la communauté. Quand les gens meurent du sida, on les enterre dans le pays d'origine. Ça reste quand même très fort comme tradition. Et puis on n'en parle jamais, bien entendu. Et donc ça, c'est une communauté qui est toujours pas mobilisée et qui n'est jamais nommée. La communauté, on a mis du temps à nommer la vulnérabilité des populations d'Afrique subsaharienne. On le fait maintenant depuis à peu près 10 ans. Mais c'est une communauté où le retard diagnostique est le plus important et où, comme vous le savez, les pouvoirs publics ont pris des dispositions récentes délirantes, j'ai peu peur de le dire, mais vraiment délirantes, qui vont à l'opposé même des objectifs qu'ils se fixent, qui sont la réduction des dépenses inconsidérées. Ça a coûté plus cher, enfin ça n'a pas de sens, ni humainement, ni économiquement, ni socialement, enfin à aucun niveau. Donc ça ne va pas s'arranger. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la présentation des résultats de Prévacar. Non, personne. Vous savez ce que c'est Prévacar? C'est l'enquête dans les prisons. Donc, prévalence du VIH dans les prisons, 2,2%. Prévalence du VIH dans la population originaire d'Afrique subsaharienne dans les prisons, 15%. Prévalence du VIH dans la population des gens suivis
d'origine d'Afrique subsaharienne, suivis par Médecins du Monde, 4%. Bon, vous voyez, c'est quand même aussi des populations extrêmement exposées, même si probablement en nombre absolu, ils sont importants que la population des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, parce que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, il n'y a pas que les gays, hein, vous le savez sans doute. Et moi je dirais que c'est moitié-moitié. Hein. Ceux qui se définissent comme gays et ceux qui se considèrent comme pas gays mais qui ont quand même des relations sexuelles avec les hommes. Et bon, c'est vrai que les chiffres ne sont pas faciles à déterminer. Et comme ça, de l'expérience du terrain, je dirais que c'est sans doute un peu. Il y a très peu de travaux là-dessus. Très difficile. Très difficile. C'est très difficile. Mais comme ça, l'expérience de terrain de quelques dizaines d'années quand même, je dirais que c'est pas loin de la chose. Oui, mais c'est vrai que du coup, effectivement, ça biaise parfois un petit peu les chiffres parce qu'en épidémiologie, on est bien obligé de travailler avec des résultats et que du coup, on ne sait pas trop vraiment totalement toujours ce que ça veut dire. Bon, enfin. Donc voilà, on est effectivement, il y a un problème. Alors, si je regarde les chiffres, la communauté d'origine asiatique est de plus en plus touchée, mais pas au niveau de la communauté d'Afrique subsaharienne. De plus en plus touchée et avec des problèmes assez spécifiques, parce qu'ils sont quand même assez isolés. Quoi, hein. De plus en plus touché par rapport à la population générale, c'est plus ou moins? Je crois que c'est, on ne peut pas le dire, parce que c'est... De toute façon, on est dans une situation où on était dans une épidémie qui touchait, pour des raisons assez naturelles, on va dire, hein, les classes les plus élevées, parce qu'on a plus de partenaires sexuels quand on a de la ressource économique, quand on en a moins. C'est un truc universel, ça. Hein. L'argent permet un peu plus d'activité sexuelle. On se demande même si parfois c'est parce qu'on va avoir plus d'activité sexuelle qu'on s'enrichit. Enfin bon, ça c'est encore un peu que de l'œuf, que de la poule, je ne sais pas. C'est raté. Enfin, il y a des exceptions, hein, on peut. Donc, mais aujourd'hui, c'est une maladie de la vulnérabilité aussi, et ça touche aujourd'hui. Si initialement, il y a une surreprésentation des classes sociales les plus aisées, on va dire, dans l'épidémie de VIH/SIDA, et quelque part, c'est une chance. Vous avez une voix plus importante. Hein, bon. Si, ça a joué, je crois. Si ça avait touché initialement les migrants, je pense que ça aurait pris plus de temps le mouvement social aurait été plus difficile à mettre en place. Et aujourd'hui, par contre, pour des raisons qui sont classiques en santé publique, les populations les moins favorisées ont moins d'accès à la prévention, moins d'accès à l'information, adhèrent beaucoup moins aux campagnes de prévention, donc ils rattrapent leur retard assez vite. Quoi. Donc on est dans cette situation, elle va s'aggraver de toute façon. Voilà, oui. Je ne sais pas si je réponds tout à fait. Excusez-moi. Véronica,